Portée disparue de Brigitte Giraud à l'école des loisirs. Chapitre 1. Camille, la petite amie de Livio. Je viens d'arriver à Nice. Le voyage a été plus long que prévu. Presque 5 heures depuis Lyon où j'ai embarqué dans cette intercité qui roulait si lentement que l'ennui m'a sauté à la gorge. Je dis ennui, mais ce n'est pas le bon mot. Depuis que Livio a disparu, c'est comme si j'étais prise dans un étau. Respirer devient impossible. J'ai voulu bouger, ne pas passer le mois d'août dans la cité avec le bruit des scooters qui me vrillent le cerveau et l'odeur de plus en plus écœurante des cages d'escalier. Il m'a fallu m'éloigner pour apprendre à vivre avec l'absence de Livio, pour imaginer quelque chose de nouveau. Je savais que cette histoire me conduirait à Nice. C'est logique. Je vais vous expliquer. Et comme l'enquête de police semble piétiner, je me suis dit que j'allais mener ma propre enquête. Parce que je sais un tas de choses que Livio m'a confiées et que j'ai comme une intuition. Mais je dois commencer par le commencement. Je dois me rendre sur la tombe de Magnus Hirschfeld, ce médecin allemand par qui tout est arrivé. C'est de cet homme hors du commun que Livio avait parlé ce vendredi de février en plein cours d'histoire, et des premiers autodafés nazis, ces livres que les fascistes avaient jetés au feu. C'était ça le sujet de l'exposé qu'il avait fait ce matin-là, et qui a tout déclenché. Les autodafés et puis d'autres trucs tout aussi brûlants, et plutôt imprévus, que je vais essayer de raconter. Magnus Hirschfeld, nul n'en avait entendu parler avant que Livio mette les pieds sur l'estrade. Peut-être pas même Madame Martel, la prof d'histoire. Magnus Hirschfeld, retenez bien ce nom, était au cœur du drame. Personne n'avait vu venir la chose. On était en plein chapitre sur la montée du nazisme. Ça commençait à nous saouler, pour être honnête, et puis, hop, Livio avait trouvé un épisode à nous livrer pour nous sensibiliser, qui nous avait fascinés. Ça c'est sûr, on n'est pas prêt d'oublier. On était sortis de notre torpeur quand on avait compris quel avait été le combat de ce médecin avant-gardiste, et forcément, ça n'avait pas plu à tout le monde. C'est ma mère qui appelle. Je ne réponds pas, c'est pas le moment. Je lui en veux de ne plus parler de Livio. Depuis quelques semaines, elle fait comme si c'était une chose réglée. Elle fait comme si elle admettait qu'il ne reviendrait pas. Comme si c'était terminé, foutu. Au lieu de me parler de Livio, elle me dit qu'elle a dormi dans un refuge à 2500 mètres d'altitude. C'est vrai que, depuis le départ de mon père, elle ne sait pas comment occuper son temps. Elle a rejoint une amie dans les Alpes et elle s'est découvert une prétendue passion pour la randonnée. Plutôt suspect. Elle est soi-disant euphorique à l'idée de parcourir des sentiers qu'elle repère sur une carte IGN, de grimper des pentes bien raides et d'observer des marmottes à la jumelle. Merde, quoi! Je ne crois pas un mot de son excitation quand elle veut me raconter. Elle s'est acheté des chaussures de marche et un sac à dos. Tout cela sonne tellement faux. Elle élude Sam Sider, comme l'ont fait les autres au lycée, qui n'ont pas posé tellement de questions après la disparition de Livio. Ils ont fini par passer le bac le plus normalement du monde. Ils se sont présentés aux épreuves avec une boule dans le ventre. Cette peur semblait avoir remplacé toutes les autres. Passer le bac. Quelle importance après ce qu'on avait vécu. J'ai cherché un travail pour financer mon voyage sur la Côte d'Azur. Même l'Intercité coûte une fortune. Ma mère m'avait pistonné pour remplacer la réceptionniste du cabinet médical, mais ils m'ont trouvée trop jeune. J'ai fini par trouver un poste de serveuse dans une pizzeria en ville, grâce à Marion qui est la nièce du patron. Je devais courir après le dernier autobus pour rentrer chaque soir juste après minuit. C'était du sport. Et puis ma mère était trop inquiète. Cet argent que je gagnais risquait de me donner des idées et pas mal de liberté. J'étais fière aussi d'avoir tenu. J'aurais aimé pouvoir le dire à Livio. C'est comme si j'avais trouvé la force de travailler pour lui prouver encore quelque chose. J'avais l'impression que moi seule me cognais à la réalité. L'absence de Livio à mes côtés pour la première fois depuis toutes ces années. Ce bac qu'on avait préparé ensemble, chaque fin d'après-midi dans ma chambre, en attendant que ma mère rentre de sa tournée d'infirmière. Je n'avais pas imaginé que j'allais m'y rendre sans lui. Sans qu'il fredonne près de moi, sans qu'il s'agite avec sa mèche qui lui tombait sur les yeux. Je n'avais pas imaginé que le bac, je le décrocherais seul. On s'était fait cette promesse pourtant. Les deux ou rien. Pour nous, c'était évident. On avancerait ensemble ou pas. Quel gâchis. Heureusement, je voyais souvent David et Marion qui s'en étaient voulu de n'avoir pas pu empêcher ce qui était arrivé. Ils s'étaient même sentis coupables au début. Faut dire qu'on n'avait pas su défendre Livio.
On n'avait pas su stopper l'engrenage, les parents, le directeur, tout ça. Alors qu'on s'était mobilisé, on avait formé un comité de résistance pour le soutenir, pour faire payer les coupables. Mais tout ça avait fini par retomber avec l'arrivée de l'été. Depuis, plus rien. Plus rien qu'un grand sommeil. C'est un mystère ce silence dont chacun est capable désormais. Je suis la seule à y croire encore, la seule qui s'entête à vouloir comprendre. Je n'ai pas le choix. Ça fait tellement mal. Ce qui fait mal aussi, c'est le contenu de l'exposé. Livio s'était passionné pour ce Magnus Hirschfeld, qui avait été un héros à son époque, un médecin hors du commun qui avait lutté dès le début du XXe siècle pour l'égalité homme-femme, la classe quoi, et pour les droits des homosexuels, au risque d'y laisser sa vie. C'est cette histoire oubliée qui avait occupé Livio tout l'hiver, dans le plus grand secret, puisque jamais il ne m'avait mise dans la confidence, alors que nous passions tout notre temps ensemble. Livio avait voulu dénoncer la brutalité des nazis qui avaient saccagé l'Institut pour la recherche sexuelle qu'avait créé Hirschfeld à Berlin en 1919. Et surtout qui avait incendié la bibliothèque de l'Institut, des milliers de volumes qu'ils avaient cramés sur la place publique. L'horreur. Sauf que j'ai rien vu venir. Livio s'était passionné pour ce sujet. C'est ce que j'avais découvert ce matin-là, en même temps que toute la classe. Après la destruction de l'Institut et la traque organisée contre lui, Magnus Hirschfeld avait pris la fuite et avait fini par s'exiler à Nice en 1933, avant d'y mourir, 2 ans plus tard, probablement de chagrin. C'est ce qu'avait dit Livio ce jour-là. Je le revois, debout, sur l'estrade, dans le nouveau pull à rayures que lui avaient offert ses parents pour ses 17 ans, avec l'écharpe que je lui avais tricotée pour Noël. Voilà que les larmes montent. C'était invraisemblable, le nombre de choses qu'il nous avait racontées, que je n'ai pas tout à fait retenues. Je me souviens surtout du trac qui le faisait trembler quand il tenait ses feuilles, et aussi qu'il ne regardait jamais vers moi. Ce qui m'avait mise dans un drôle d'état. Personne ne s'attendait à ça. Personne n'imaginait qu'à l'occasion d'un devoir scolaire, on pouvait aller aussi loin dans ses convictions personnelles et être aussi libre et courageux. Il lui avait fallu du courage. C'est le mot qui me vient à présent. Quand j'y repense aujourd'hui, je comprends que c'est de lui que Livio voulait parler. C'était une façon de se jeter à l'eau, de ne plus se cacher et d'affronter le jugement de la classe entière, de 30 adolescents plus ou moins sidérés, de Madame Martel qui écoutait, debout, dans le fond, et surtout des garçons au premier rang qui allaient devenir menaçants. Je n'avais pas vraiment entendu ce qu'ils avaient proféré à l'encontre de Livio, quand il avait fait allusion aux recherches de Hirschfeld, qui avait voulu prouver scientifiquement que l'homosexualité n'était ni une maladie, ni un vice, ni un crime. Je crois que c'était là qu'Arthur avait balancé des mots insultants, mais pas suffisamment forts pour qu'on s'interpose. On n'était pas trop sûr et je regrette de ne pas avoir bondi, de ne pas avoir pu empêcher ce qui allait suivre. On a tous regretté d'avoir lâché Livio, d'avoir laissé faire. Même à la cantine, après cette matinée de folie, on n'a pas dit ce qu'il aurait fallu. On est resté quasi muet devant notre gratin de chou-fleur en évitant le regard de Livio. J'arrive pas à y croire. Alors qu'on était bien secoués, on était sonnés, complètement dépassés. J'ai honte, autant le reconnaître. Je vous parle depuis Nice, comme pour réparer cette honte, mais je sais que c'est trop tard. C'est avant qu'il aurait fallu réagir. Mais au sortir de l'exposé de Livio, je m'étais senti humilié de l'avoir entendu aborder la lutte de Magnus Hirschfeld pour la suppression du paragraphe 175 du Code pénal allemand qui pénalisait l'homosexualité, comme si de rien n'était, devant moi qui étais amoureuse de lui, ce que tout le monde savait. Disons même que j'avais le statut de petite amie de Livio. Alors vous imaginez ? Je m'étais mise à grelotter. Au fur et à mesure que je comprenais, tout chavirait autour de moi pendant que l'heure tournait. Tout me sautait aux yeux d'un coup. C'était l'expérience la plus étrange de mon adolescence. Plutôt gênant, quoi. Un peu comme quand mon père s'est barré. Je me sentais trompée alors que Livio ne m'avait jamais menti. Il avait simplement omis. Il n'avait pas pu. Il différait, et c'était sans doute tout ce qu'il avait trouvé pour mettre fin au malentendu. Il avait eu recours à cet épisode de l'histoire. Il avait appelé Magnus Hirschfeld à sa rescousse. Pour Hirschfeld, Livio avait trouvé les mots, pas pour lui. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'étaient les conséquences de ce qu'il avait déclenché malgré lui dans la classe. La furie qui s'était emparée de certains, devenus engrenage, puis usine à fabriquer les pires rumeurs. Nous n'avions rien vu venir. Les paroles d'Arthur,
Le piège de Kenji qui s'était transformé en balance et l'emballement des parents prêts à signer une pétition parce qu'on aurait enseigné la théorie du troisième sexe en cours d'histoire. Tout cela aurait mérité que les coupables soient punis, c'est-à-dire les délateurs. Mais des sanctions, je ne crois pas qu'il y en ait eu. Le proviseur avait fini par étouffer l'affaire. C'était allé trop loin. Seule la disparition de Livio était devenue le point central de cette fin d'hiver pourri. Personne n'ose imaginer ce que signifie le mot « disparition ». C'est la pire des choses, ne pas savoir. Cela laisse supposer tant de scénarios. L'esprit ne se calme jamais. Les premiers jours après ce long silence, j'ai cru que Livio avait voulu se venger des paroles que j'avais prononcées dans le blocos, ce fameux dimanche, où j'avais un peu dépassé les bornes. Il avait bien fallu qu'on s'explique. Je voulais que Livio me dise les choses en face. Je ne dormais plus, je ne pensais plus qu'à ça, l'exposer, et ce que ça signifiait pour moi, pour nous deux. J'ai pensé qu'il me faisait payer la violence de la phrase que j'avais lâchée, cette petite phrase assassine que je regrette tellement d'avoir prononcée à présent. J'ai cru à un mouvement d'humeur de la part de Livio. Cela aurait pu lui ressembler, lui qui était tellement sensible. Disparaître? Tout le monde en rêve, non? Disparaître et infliger aux autres une bonne leçon. Mais bon, la phrase que j'ai prononcée, j'y viendrai plus tard. Portée disparue. Ce sont les mots que la police a utilisés et auxquels je ne croyais pas. J'attendais qu'un texto arrive, j'attendais que Livio me livre ce secret, me dévoile sa cachette. Je me croyais plus maligne, privilégiée. L'inquiétude n'est pas arrivée tout de suite. Il y a d'abord eu la colère. Je trouvais que la blague n'était pas drôle puis qu'elle avait assez duré. Je regardais mon téléphone portable 100 fois par jour. Je le tenais près de moi, sur l'oreiller, toutes les nuits. Je ne vivais plus. Livio était si imprévisible. Je l'imaginais capable de tout. Il avait un tel art de la mise en scène. Je parle à l'imparfait pour la première fois. Qu'est-ce qui me prend? Je parle de Livio à l'imparfait. J'ai perdu la tête? Je me suis pourtant obligée à croire à son retour. J'ai tenté de me persuader que 4 mois écoulés, ça ne voulait rien dire. 4 mois, bientôt 5. Cela n'est pas si long. Cela donne juste le temps de faire le tour de la terre. Et puis de revenir. Je vous parle depuis Nice où je viens de déposer mes affaires dans une auberge de jeunesse. La chaleur est aussi écrasante que dans la cité. J'ai dû monter les 4 étages à pied. J'avais envie d'une vue sur la mer. Mais la chambre que je partage avec 2 autres filles donne sur l'arrière, au-dessus d'un boulevard pollué. En vrai, je m'en fous. En me penchant à la fenêtre, j'aperçois un bout de montagne pelée. Il est interdit de fumer et de cuisiner. Interdit de laver son linge dans les lavabos. Il y a des panneaux interdits partout. Les douches sont au bout du couloir. J'ai dû prévoir un cadenas pour mes casiers. Les lieux sont déserts. C'est presque inquiétant. J'ai fait ma clé et j'avance le long d'une coursive où chaque pas résonne. Je me demande par quoi je vais commencer. J'aimerais avoir l'envie d'aller me baigner, mais cela me semble grotesque. J'irais nager si je pouvais le raconter à Livio. J'irais marcher sur la promenade des Anglais. J'irais manger une glace. Mais sans lui, rien n'a de sens. J'apprends à être seule. Autant dire que je n'y arrive pas. J'ai quelque chose à lui dire à chaque instant. Se monte sur la plage, des centaines de parasols qui se touchent, le bruit des vagues sur les galets, l'odeur de la crème solaire, et cette brume qui flotte au-dessus de l'eau. Je voudrais lui raconter le soleil et le ciel, les jeunes qui me frôlent en trottinette, les voitures décapotables, les sonos à fond, les bruits de moteur, les prix exorbitants pour avoir le droit de s'étendre sur un matelas. Je ne savais pas qu'on pouvait être seul au milieu de la foule. Plus seul encore parmi les autres. Livio sait-il où je suis? Est-il seul lui aussi? Où est-il? Est-il? Ma mère m'appelle encore, mais je ne réponds pas. Pas tout de suite. Là, je n'ai pas de voix. Ma mère ne comprend pas ce que je suis venue faire à Nice. Elle n'est pas sûre que mener l'enquête de cette façon soit une bonne idée. Mais je dois agir méthodiquement. Je dois marcher dans les pas de Livio si je veux avoir une chance de comprendre ce qui lui est arrivé. La peur a-t-elle été si forte qu'il a renoncé à reparaître? La peur. Qu'est-ce que je peux savoir de sa peur? Je peux tenter de parcourir le chemin à rebours. Je ne sais pas ce que je vais trouver au cimetière Coccade sur la tombe de Magnus Hirschfeld. Probablement rien. Je prendrai des photos, je découvrirai peut-être un indice qui me dira si Livio est passé par là. J'en veux à ma mère, à cause de son silence. Je l'ai déjà dit, je tourne en rond, à cause de son calme apparent dont je sais qu'il ne reflète pas la réalité. Puisque ma mère avait été la première bouleversée quand elle avait appris qu'un avis de recherche avait été lancé. Elle aimait tant Livio. C'était elle qui insistait pour qu'il vienne à la maison.
Elle l'invitait à rester chaque fin de journée pour le repas du soir, comme s'il lui était impossible de demeurer seule avec moi, dans ce nouveau tête-à-tête que nous redoutions. Je crois qu'elle trouvait Livio plus drôle que moi, plus distrayant. Elle l'avait pour ainsi dire adopté, et nous formions un trio le plus souvent joyeux, décomplexé, qui lui faisait oublier que mon père avait rencontré une autre femme et allait avoir un nouvel enfant. Ma mère aimait quand Livio chantait, quand il inventait des chorégraphies après avoir poussé la table basse du salon. Elle se laissait charmer par ses petites attentions, par l'intérêt qu'il portait à ses vêtements, à ses bijoux, à la décoration de la maison. Elle n'hésitait jamais à lui demander conseil, puisque nous avions été obligés de chambouler l'agencement de notre appartement, une fois le divorce prononcé, et le partage des meubles effectué. Elle disait que Livio était un rayon de soleil. C'était son mot. Je trouvais cela exagéré et un peu lourd. J'étais jalouse. Il était comme le fils qu'elle n'avait pas eu. Tiens, ça vient de me traverser l'esprit, je n'y avais jamais pensé. Le fils. Et pour moi, le frère manquant? Mais non, moi c'était mon amoureux! Je me voyais en train de faire ma vie avec lui, je ne me suis pas gênée de le dire. Je m'imaginais sur la bonne voie. Nous aurions passé le bac, nous aurions partagé un studio dans une autre ville, le temps de faire des études. Même si je le sentais réservé, j'arrivais à dire nous. Ma mère nous voyait comme un joli petit couple en devenir, et cela la rassurait. Elle semblait tranquille quand Livio était là. C'était notre équilibre, notre chiffre 3. Alors, le silence de ma mère, je n'y crois pas, je le trouve monstrueux. Elle a même osé me demander, juste avant que je parte, pourquoi je faisais la tête. Je la revois me demander. « Qu'est-ce qui va pas encore ?» C'est ce qu'elle a dit. J'aurais pu l'étrangler tant son indifférence m'était insupportable. Je n'ai rien répondu avant de me lever, de claquer la porte et d'aller tourner une fois encore au pied de l'immeuble de Livio, là où habitent toujours ses parents, espérant ne pas les croiser. Avant de rejoindre le terrain militaire derrière le lycée et le blocos où nous passions la majeure partie de notre temps avec David et Marion, là où l'on guettait les chevreuils qui surgissaient à la tombée du jour pendant qu'on buvait nos bières autour d'un feu. Je suis allée faire un tour au terrain militaire, me figurant que Livio m'attendait dans la pénombre, qu'il me réservait une surprise, ce que j'espère encore secrètement. La surprise de son retour, elle ne devrait plus tarder. Je ne peux imaginer l'avenir autrement. Je l'imagine comme un chevreuil qui sort du bois. Je vous parle depuis Nice où je dois m'organiser. Je suis une fille pratique. Livio me le faisait souvent remarquer. Il me reprochait d'être trop sérieuse, mais il le disait avec un sourire, avec quelque chose qui brillait dans les yeux. Il m'appelait Camille la parfaite, et il n'avait pas tort. Je voulais que le monde soit parfait. Il l'était, et je ne m'en rendais pas compte. Mais il était surtout un mensonge dont il fallait qu'on sorte. Un conte cotonneux dans lequel je me lovais sans me laisser atteindre par la souffrance de Livio, qui faisait tout pour la cacher. Je ne comprenais pas pourquoi il sombrait parfois dans la mélancolie, pourquoi certaines inquiétudes lui venaient quand le soir approchait. Je croyais à une pose de garçon romantique, un truc de lycéen de 17 ans qui préfère lire Verlaine que jouer au foot avec les autres. Mais il ne faut pas imaginer. Il lui arrivait d'être désigné comme gardien de but par la bande et d'arrêter des balles tirées comme des boules de canon. Cela m'avait rendu fière plus d'une fois de voir mon amoureux, j'ose encore ce mot, concentré dans les cages, faire bloc malgré son grand corps frêle, boxant le ballon en poussant un cri de rage, dont je me dis aujourd'hui que c'était une autre rage qui le faisait hurler. J'ai mis en route Google Maps et je vais partir explorer les rues. Je monterai au cimetière de Coccade, qui est à l'autre bout de la baie des Anges. Cela devrait me prendre un peu moins d'1 heure à pied. J'ai le temps. J'ai tout mon temps. Mais avant, je dois me rendre au 43, promenade des Anglais, l'adresse de la dernière demeure de Magnus Hirschfeld. Son dernier refuge où il travaillait à la traduction de ses œuvres, puisqu'il avait publié de nombreux livres qui traitent du corps, de l'âme, de l'amour, du genre, et de tout un tas d'autres choses que je me promets de lire, qu'il lui importait de faire connaître au public français. C'est à Paris que son institut devait être reconstruit. C'était une promesse de la France. Mais entre-temps, la guerre avait éclaté et le combat pour l'égalité homme-femme et la défense des droits des homosexuels était passé aux oubliettes. On appelait Magnus Hirschfeld l'Einstein du sexe. Cela me revient. C'est ce qu'avait dit Livio au tout début de son exposé. Cela nous avait surpris et même un peu gênés qu'on parle de cela dans une salle de classe. Il avait voulu se mettre les matheux dans la poche. Il savait qu'Einstein était le passeport idéal, gage du sérieux de sa prise de parole. Il avait tenu 1 heure sur l'estrade envoûtant comme toujours, traversé par cette énergie que je lui connaissais. Mais là, c'était énorme. Il était comme possédé par son sujet, totalement inspiré.
Je le revois debout, le dos au tableau où il notait parfois une information. Je revois le moment où il avait laissé échapper sa craie et où il s'était baissé pour la ramasser, ce qui avait découvert ses reins à cause de son pantalon exagérément taille basse, et provoqué des rires et même des petits cris d'animaux chez les garçons des premiers rangs, alors que d'autres applaudissaient. Peut-être que Livio a laissé un indice à cette adresse. Je veux dire au 43 promenade des Anglais. C'est ce que j'espère avec tant de force. J'imagine ma vie future comme un immense jeu de pistes à la recherche de signes que Livio aura émis à mon intention ici ou là. Une feuille pliée en 4, une inscription, une devinette à résoudre, un cœur, un baiser. Je me laisse aller à la fantaisie la plus totale, sinon je ne pourrais pas vivre. Je vais marcher dans Nice avec la mer dans le dos qui scintille trop fort, qui reflète une lumière trop aveuglante, et je vais traquer la présence de Livio dans les rues de la vieille ville, dans les impasses, les cours ombragés, les passages secrets. Je vais me rendre au jardin botanique. Quelque chose me dit qu'il y est venu. Je vais respirer, tenter de retrouver le parfum de Livio, celui que je lui avais offert un jour d'anniversaire. Un tout petit flacon pour marcher qui imprégnait son écharpe en laine et que ses parents ont accepté de me remettre. Je vais partir à la recherche de cette odeur un peu sucrée, comme celle des figuiers qui poussent contre les murs, dans les terrains vagues à l'arrière de la promenade. Je vais m'installer un moment au cimetière, où le soleil tape si fort que les tombes doivent réverbérer un blanc aveuglant. Je suis déjà intimidée par la présence de ce fameux Magnus Hirschfeld, dont je sais tout à présent, dont je connais le visage et la persévérance. J'ai peur de devenir folle. Je suis la seule ici qui marche sans s'arrêter, qui avance comme un petit robot que rien ne peut détourner de sa destination. Jambe droite, jambe gauche, en un mouvement qui me tient debout. Jambe droite, jambe gauche. Je suis la seule qui ne se laisse pas perturber par cette odeur de vacances qui rend les autres heureux, qui rend les autres légers et perméables à toutes les sensations. C'est ce que je crois. Je suis entourée de silhouettes vêtues de blanc, de tissus transparents qui regardent vers le large, qui assistent au départ des ferries, qui suivent la trajectoire d'un cerf-volant. Je suis baignée par 1000 sons qui grondent, qui pulsent comme un cœur qui bat. Et moi, j'avance, jambe droite, jambe gauche. Je regarde devant, je me concentre sur ma mission qui me donne de l'importance, mais qui me fait aussi trembler. J'envie ces adolescents, juste en contrebas, qui enterrent leur corps dans le sable humide, qui se poursuivent en riant et finissent par s'ennuyer tant leur vie est simple et leurs vacances interminables. Je veux y croire. Je veux qu'au bout de la promenade, un indice m'attende. Je fais des expériences. Je regarde les avions dans le ciel, qui décollent depuis l'aéroport tout proche. Si le bruit s'évanouit avant que j'aie compté jusqu'à 20, c'est que Livio m'attend. Si le bruit des réacteurs persiste, je dis que cela ne compte pas. Je trouve ce jeu idiot. Je me demande si Livio m'aimait. C'est une question compliquée, qui a occupé une grande partie de mon voyage en train alors que le paysage filait derrière la vitre et que je tentais de résister aux pleurs d'un enfant que sa mère n'arrivait pas à calmer. Je me disais qu'il devait m'aimer malgré tout, sinon mes paroles dans le blocos ne l'auraient pas blessé. La petite phrase que j'avais lâchée le surlendemain de l'exposé, alors qu'on était censé s'expliquer. Cette petite phrase qui a blessé Livio. Je me déteste de l'avoir prononcée. Si j'étais restée muette, ou compréhensive, ou consolante, si j'avais accepté de montrer ma tristesse, Livio serait encore là, j'en suis sûre. Il a disparu à cause des menaces de Kenji et d'Arthur, c'est ce que tout le monde croit. Il est parti à cause de cette folie qui s'est propagée chez les parents, qui a bientôt gagné tout le lycée et dont il a eu peur qu'elle n'arrive aux oreilles de ses parents. Mais moi, je sais que la vraie raison, j'en suis responsable. Comment est-ce possible d'insulter celui qu'on aime, de le traiter de... Je n'ose pas répéter. De le traiter de... Au moment où ces mots sortaient de ma bouche comme des serpents venimeux, je voulais faire mal à Livio, et peut-être aussi me faire mal à moi-même. J'étais devenue humiliante. Sans doute avais-je voulu le corriger. Je ne me savais pas capable de cela. Je me suis dit après que plus on aime, plus on blesse. Livio n'avait rien répondu. Il avait pris du sable dans la paume de sa main, le sable qui jonche le sol du blocos. Je croyais qu'il allait m'en jeter au visage pour me faire taire. Mais non. Il avait pris le sable et l'avait mis dans sa bouche, et puis l'avait mâché. C'était si moche, ce que j'avais provoqué.